Et si un matin, le monde découvrait qu'il existe encore des valeurs plus hautes que l'argent? Imaginez la scène presque irréelle. Une salle immense baignée d'une lumière tamisée où chaque respiration des invités semble une intrusion. L'auditoire retient son souffle, conscient de l'instant historique qui se joue. Sur l'estrade, un chèque de 600 millions de dollars attend, posé dans un écrin de velours. La cérémonie n'est pas ordinaire. La Jamaïque s'apprête à présenter des excuses officielles et à proposer une réparation financière d'une ampleur inédite. À ce moment précis, l'Afrique et les Caraïbes sont suspendus à un fil entre espoir et mémoire douloureuse. Les officiels jamaïcains, visiblement émus, prennent la parole. Andrew Holness, Premier ministre, évoque la longue nuit du colonialisme, la souffrance des peuples arrachés à leurs terres, l'humiliation, la perte d'identité. Il affirme que la somme de 600 millions de dollars n'est pas un simple don, mais la reconnaissance d'un passé qu'on ne peut plus ignorer. Il parle au nom des générations sacrifiées, des familles dispersées, des cultures effacées. La salle applaudit, mais le silence reste lourd, presque oppressant. Chacun sent que ce moment dépasse les calculs politiques. Mais tout bascule lorsqu'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se lève. Son regard balaie l'Assemblée, sa voix claire porte loin. Au lieu de remercier, il annonce un refus catégorique. Pas de colère, pas de rancune, mais une dignité inébranlable. Son discours, concis et percutant, fait l'effet d'une onde de choc. Nous ne pouvons pas accepter que la douleur de notre peuple soit réduite à une somme, si vertigineuse soit-elle. Notre dignité, notre liberté, notre histoire ne sont pas à vendre. Accepter cet argent, ce serait admettre que la souffrance a un prix. Refuser, c'est proclamer que l'honneur ne se négocie pas. Les caméras s'immobilisent, la tension est palpable. Les officiels échangent des regards perdus. Certains murmurent. L'instant est grave. Qu'est-ce qui pousse un homme à renoncer à une telle somme, alors que son pays connaît le chômage, la pauvreté, l'insécurité alimentaire? Ce refus n'est pas un simple geste d'orgueil ou de défi. Il pose une question fondamentale, une question qui traverse toute l'histoire moderne. Peut-on réparer l'irréparable? Peut-on solder la mémoire d'un peuple par un virement bancaire? Pour comprendre ce choix, il faut revenir sur le poids du passé. Le Burkina Faso, enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a longtemps été une pièce sur l'échiquier des puissances. Colonisé à la fin du XIXe siècle par la France, il n'a connu l'indépendance qu'en 1960. Mais l'indépendance politique n'a pas toujours rimé avec souveraineté réelle. Les décennies suivantes ont vu le pays osciller entre espoir et coup d'État, entre projets de développement et ingérences extérieures. La Jamaïque, de son côté, partage une histoire de blessures. Peuplée à l'origine par les Taïnos, elle est devenue, dès le XVIe siècle, un centre névralgique de la traite esclavagiste. Les plantations de canne à sucre, les révoltes, la pauvreté chronique, la quête d'identité. Tout cela façonne la mémoire collective. Quand la Jamaïque propose des excuses et une compensation financière, ce n'est pas un geste anodin. C'est le fruit d'un long cheminement, d'un effort pour panser des plaies encore vives. Pourtant, le geste de Traoré rappelle d'autres moments clés de l'histoire mondiale. En 1955, lors de la conférence de Bandung, des pays fraîchement indépendants d'Afrique et d'Asie ont affirmé leur volonté de ne plus être des objets de l'histoire, mais des sujets à part entière. Plus récemment, en Afrique du Sud, après la chute de l'apartheid, la commission Vérité et Réconciliation a choisi la parole et l'écoute plutôt que la simple compensation matérielle. Là encore, il s'agissait de dire « la dignité ne s'achète pas ». Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette lignée. Son refus est un acte politique, certes, mais aussi philosophique. Il refuse de réduire la mémoire du peuple burkinabé à une transaction bancaire. Il rappelle que l'argent, aussi utile soit-il, ne remplace pas la reconnaissance, la vérité, la justice. C'est un pari risqué car le Burkina Faso a besoin de ressources. Mais c'est aussi une leçon donnée au monde. Tout ne se résume pas à des billets de banque. Les réactions ne se font pas attendre. À Kingston, l'annonce du refus provoque un choc. Certains y voient un affront ou une arrogance déplacée. D'autres, au contraire, saluent la force morale du Burkina Faso. Dans les rues de Kingston, on discute, on débat, on s'interroge. La réparation doit-elle forcément être financière? La société jamaïcaine, elle-même héritière de la colonisation, se retrouve face à ses propres contradictions. Au Burkina Faso, la nouvelle fait rapidement le tour du pays. Dans les marchés de Ouagadougou, les femmes discutent avec animation. Les anciens rappellent l'époque de Thomas Sankara, figure révolutionnaire qui prônait l'autosuffisance et refusait l'aide internationale conditionnée. Dans les villages, on écoute la radio, on échange des points de vue.
Certains regrettent la perte d'une somme qui aurait pu financer des écoles, des hôpitaux, des routes. D'autres, fiers, voient dans ce refus un acte fondateur, la preuve que la dignité prime sur le confort matériel. La presse internationale se divise. Des éditorialistes européens dénoncent un romantisme dangereux, une stratégie risquée qui pourrait plonger le pays dans la crise. Mais d'autres voix, notamment sur le continent africain, saluent le courage et l'exemplarité du geste. Des écrivains, des artistes, des intellectuels africains publient des tribunes, rappelant que la souveraineté commence par la capacité à dire non. Mais au-delà des réactions immédiates, ce refus pose des questions de fond. Que signifie la réparation ? Peut-elle être seulement monétaire ? Dans l'histoire contemporaine, plusieurs pays ont reçu des réparations. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a versé des milliards de marks à Israël et à des victimes de la Shoah. Pourtant, même ces sommes n'ont jamais effacé la douleur. Au Rwanda, après le génocide de 1994, les débats sur la réparation et la justice ont montré que l'argent ne pouvait remplacer le travail de mémoire et de réconciliation. En refusant les 600 millions de dollars, Ibrahim Traoré s'engage dans une voie escarpée. Il sait que la pression internationale sera forte. Déjà, certains partenaires traditionnels du Burkina Faso menacent de revoir leur aide. Les institutions financières regardent avec suspicion cette rébellion. Mais Traoré ne cède pas. Pour lui, la vraie liberté consiste à fixer ses propres priorités, à ne pas dépendre du bon vouloir d'autrui. Ce refus est aussi une invitation à repenser la coopération internationale. Pendant des décennies, l'aide au développement a souvent été conditionnée. Les pays africains, en situation de faiblesse, ont dû accepter des plans d'ajustement structurel, dictés par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Ces politiques, parfois, ont aggravé la pauvreté, détruit des filières locales, fragilisé les sociétés. En disant non, le Burkina Faso rappelle que la solidarité ne peut être imposée d'en haut. Pourtant, le risque d'isolement est bien réel. Dans les semaines qui suivent le refus, le Burkina Faso fait face à une baisse de certains financements. Les médias occidentaux s'interrogent, le pays pourra-t-il tenir sans cette manne ? Certains experts prédisent une crise. Mais d'autres, plus optimistes, voient dans cette épreuve une opportunité de se réinventer. C'est ici que surgissent les scénarios pour l'avenir. Imaginons le premier. Galvanisé par le refus, le pays mobilise ses forces vives. Des jeunes diplômés lancent des projets agricoles innovants, des coopératives locales se créent, des réseaux de solidarité se développent. L'État investit dans la formation, met l'accent sur la santé, favorise l'entrepreneuriat féminin. Petit à petit, la croissance, bien que lente, devient endogène. Des pays voisins, impressionnés par ces prédominants, proposent des alliances régionales, création d'un marché commun ouest-africain, nouvelles routes commerciales, mutualisation des ressources énergétiques. C'est le scénario de la résilience où le refus devient un tremplin. Un deuxième avenir est plus incertain. Le Burkina Faso doit composer avec des tensions diplomatiques, la méfiance de certains bailleurs, la diminution de l'aide internationale. Les importations deviennent plus coûteuses, les budgets publics sont sous tension. Mais la société s'organise. Les ONG locales prennent le relais, des campagnes de financement participatif voient le jour, la diaspora s'implique dans des projets de développement. Le pays ne s'effondre pas, mais la transition reste fragile. Ce scénario rappelle la Corée du Sud des années 50. Après la guerre, isolée, elle a misé sur l'éducation et l'innovation pour sortir de l'ornière, à une échelle certes différente. Le troisième scénario est plus sombre. L'isolement international s'accentue, les institutions financières ferment leurs portes, les partenaires historiques se détournent. Le chômage progresse, la population s'impatiente, les tensions sociales augmentent. Le refus, initialement perçu comme un acte de bravoure, est désormais vu comme une erreur stratégique. Le Burkina Faso devient un exemple brandi pour dissuader d'autres pays de suivre la même voie. Ce scénario rappelle celui de Cuba après la révolution de 1959. Le blocus américain a plongé le pays dans la pénurie, mais a aussi forgé une identité de résistance. Mais le refus de Traoré ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Très vite, des pays africains s'interrogent. Au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, des voix s'élèvent. Et si nous repensions nos relations avec le Nord ? Des mouvements citoyens réclament plus de transparence, d'autonomie, d'investissement dans les ressources locales. En Afrique du Sud, des débats s'ouvrent sur la nécessité de redéfinir les termes de la coopération internationale. Les institutions, elles aussi, sont bousculées. À la Banque africaine de développement,
Des experts proposent de créer un fonds de solidarité panafricain, alimenté par les contributions volontaires des États membres. L'Union africaine lance une réflexion sur une charte de l'autonomie économique. Les ONG repensent leur mode d'intervention, privilégient l'accompagnement plutôt que l'assistance passive. La société civile s'empare du débat. À Ouagadougou, des forums citoyens sont organisés. On y discute du sens de la dignité, des moyens concrets de renforcer l'économie locale, de la lutte contre la corruption. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags comme Drition non à la dignité, Marchander ou Klambli souveraineté avant tout font le tour du continent. Des artistes, des musiciens, des cinéastes s'inspirent de l'événement pour créer des œuvres engagées. Dans les écoles, les enseignants utilisent l'exemple de Traoré pour aborder les notions de citoyenneté, de responsabilité, de mémoire collective. Mais comment transformer ce refus en dynamique durable ? Première étape, renforcer la production agricole. Le Burkina Faso, pays essentiellement rural, dépend trop des importations alimentaires. Des initiatives voient le jour, relance du coton local, diversification des cultures, formation des jeunes agriculteurs, irrigation innovante. Des exemples existent déjà. Au Mali voisin, les périmètres irrigués de l'Office du Niger ont permis d'atteindre l'autosuffisance en riz. Pourquoi ne pas s'en inspirer ? Deuxième étape, investir dans l'éducation. L'histoire du Rwanda, qui a misé massivement sur le numérique et la formation des jeunes, montre que l'éducation peut transformer un pays en une génération. Le Burkina Faso pourrait développer des universités spécialisées, encourager les échanges avec la diaspora, miser sur la formation professionnelle. Le but, former une élite capable de porter le pays vers l'innovation et la créativité. Troisième étape, soutenir l'entrepreneuriat local. Des incubateurs d'entreprises voient le jour à Ouagadougou, des concours récompensent les meilleurs projets. L'État facilite l'accès au crédit, réduit les lourdeurs administratives, encourage les partenariats publics-privés. Des success stories commencent à émerger. Une start-up burkinabé conçoit des panneaux solaires adaptés aux villages isolés, une autre développe des applications mobiles pour l'agriculture. Ces exemples concrets prouvent que la richesse peut naître de l'intérieur. Quatrième étape, forger des alliances régionales. L'exemple de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, montre que l'intégration régionale peut faciliter les échanges, réduire les coûts de transport, créer des synergies. Le Burkina Faso pourrait proposer la création d'un fonds commun pour financer les infrastructures, la santé, l'éducation. Des routes transfrontalières, des réseaux électriques partagés, des marchés communs, autant de leviers pour réduire la dépendance vis-à-vis du Nord. Cinquième étape, instaurer la transparence et la bonne gouvernance. La corruption reste un frein majeur au développement. Le Burkina Faso peut s'inspirer de pays comme le Botswana, qui a mis en place des audits indépendants, des systèmes de contrôle citoyen, des plateformes de dénonciation anonyme. Des associations locales surveillent l'utilisation des fonds publics, participent à l'élaboration des budgets. Cette vigilance collective garantit que chaque franc investi profite réellement à la population. Enfin, il faut repenser la coopération internationale. Trop longtemps, elle a été fondée sur la charité, sur l'idée que le Sud doit recevoir, le Nord donner. Or, l'exemple de la Chine montre qu'un partenariat basé sur l'égalité peut être bénéfique aux deux parties. Le Burkina Faso peut négocier des accords justes, exiger le transfert de technologies, l'accès au marché, le respect de l'environnement. Il s'agit de passer d'une logique d'assistance à une logique de partenariat. Mais cette transformation ne se fera pas sans résistance. Certains groupes, à l'intérieur comme à l'extérieur, tenteront de freiner le processus. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Les tentations du retour en arrière seront nombreuses. Il faudra du courage, de la persévérance, de la lucidité. Mais chaque réforme, chaque victoire, chaque progrès renforcera l'autonomie du pays. Ce refus a déjà marqué les esprits. Dans les écoles, les jeunes s'interrogent. Que ferions-nous à la place du président ? Dans les villages, les femmes se réunissent pour discuter de la meilleure façon d'utiliser les ressources locales. Dans les diasporas, la fierté grandit. Enfin, un dirigeant ose dire non, ose affirmer que la dignité ne se troque pas. Au niveau international, le débat s'élargit. Les Nations Unies organisent une conférence sur la réparation et la mémoire. Des pays d'Amérique latine, eux aussi marqués par la colonisation, expriment leur solidarité. Des ONG proposent des alternatives, échanges culturels, jumelage de villes, coopération scientifique. L'idée fait son chemin, réparer le passé, ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi construire des ponts, créer des liens, reconnaître l'autre dans sa pleine humanité.
Pourtant, la vigilance reste de mise. Un refus sans suite ne serait qu'un symbole creux. Il faut l'accompagner d'actes concrets, de réformes, de projets. Sinon, la tentation du repli, du découragement reviendra vite. L'histoire est pleine d'exemples où de beaux élans n'ont pas résisté à l'usure du temps. Comment, alors, inscrire ce refus dans la durée ? D'abord en impliquant toutes les composantes de la société. Les jeunes, les femmes, les anciens, les intellectuels, les entrepreneurs, chacun doit avoir sa place dans la construction du nouveau Burkina Faso. Des forums citoyens, des assemblées locales, des consultations populaires peuvent permettre de définir ensemble les priorités. Ensuite, en misant sur l'éducation civique. L'exemple du Ghana, qui a intégré à ses programmes scolaires l'histoire de la traite négrière et de la colonisation, montre que la conscience historique est un levier puissant pour l'émancipation. Au Burkina Faso, des ateliers de mémoire, des festivals culturels, des expositions itinérantes pourraient en faire vivre cette histoire commune. Enfin, en gardant toujours à l'esprit que la souveraineté n'est pas un acquis, mais un combat quotidien. Chaque génération doit réinventer ses moyens d'action, adapter ses stratégies. La dignité n'est jamais un don, elle se conquiert, se défend, se transmet. Dire non à 600 millions de dollars, ce n'est pas seulement refuser de l'argent, c'est affirmer que certaines valeurs sont inestimables. C'est ouvrir la voie à une nouvelle forme de coopération, basée sur l'égalité, le respect, la reconnaissance de la mémoire. C'est rappeler au monde que la réparation ne peut se limiter à un transfert de fonds, mais doit s'accompagner d'un travail de vérité, de justice, de solidarité. À chacun de nous, désormais, de prendre la mesure de cet acte. Dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos choix quotidiens, osons nous aussi dire non quand l'essentiel est en jeu. Osons placer la dignité au-dessus du confort passager, la fidélité à nos principes au-dessus des tentations faciles, car, au fond, c'est là que commence la vraie liberté. Dans la capacité à résister, à choisir, à refuser l'inacceptable, dans la volonté de construire pas à pas un avenir qui n'appartient qu'à nous. Et vous, face à l'histoire, que seriez-vous prêt à refuser pour préserver l'essentiel ? Le mot « non » parfois ouvre plus de portes qu'il n'en claque. C'est le point de départ d'une histoire nouvelle, où l'espoir l'emporte sur la résignation, où le courage fait reculer les fatalités. À cet instant précis,